La prison a changé Erdogan. Pour conquérir le pouvoir, il imagine une nouvelle stratégie. Il va fonder son propre parti, un parti démocrate musulman sur le modèle des démocraties chrétiennes allemandes ou italiennes. Un parti libéral et pro-européen pour tourner une fois pour toutes la page des pleins pouvoirs aux militaires. Nous avons écrit ensemble le programme du nouveau parti. Un programme qui n'a pas pris une ride d'ailleurs. Il contient les grands principes d'une Turquie moderne et il appelle au respect des critères de l'Union européenne, la démocratie, l'égalité des citoyens. L'ancien maire d'Istanbul manque d'expérience internationale. Il multiplie les contacts, notamment aux États-Unis. Washington observe d'un œil curieux cet islamiste moderne plein d'ambition. Je l'ai rencontré lors d'un dîner. Nous étions face à face et ses conseillers n'étaient pas loin. Et pendant la conversation, ses conseillers se penchaient vers lui pour lui souffler une correction de ses propos. Et il changeait ses propos en fonction de ses conseils. Il m'a laissé une très forte impression. Je suis sorti de ce dîner en me disant, ce type, il va falloir compter avec lui. Erdogan entraîne dans son sillage les réformateurs du parti islamiste. Il parvient aussi à rallier des libéraux, des politiciens issus de la gauche, tous réunis autour d'un même objectif, l'adhésion à l'Union européenne. La pierre angulaire de la politique économique, c'était les négociations d'adhésion qui démarraient avec l'Union européenne. D'une certaine manière, les critères de l'Union européenne ont tracé un cadre d'action au gouvernement. À peine arrivé au pouvoir, Erdogan entend démarrer les négociations d'adhésion à l'Union européenne sans délai, pour redresser l'économie et tenir les promesses qu'il a faites aux Turcs. Şu anda geride bıraktığımız 41 yıllık çabalarımızın semeresini aldığımız bir noktada bulunuyoruz. Bu nokta önümüzdeki yıllarda kat edeceğimiz mesafenin de bir başlangıç noktasıdır. La question de l'adhésion de la Turquie a suscité de nombreux débats, mais le plus important était le processus pour y arriver, car ce processus avait une influence directe sur la société turque. Chacun a une bonne raison de soutenir l'adhésion à l'Union. Les religieux en attendent un assouplissement de la très rigide laïcité turque. L'Union européenne garantissait certaines libertés que les religieux n'avaient pas en Turquie. Pour l'AKP, le meilleur moyen d'obtenir ces droits, c'était l'adhésion à l'Union européenne. Je suis attaché à l'idée de l'Union européenne. J'ai toujours pensé que ce rapprochement pouvait apporter la paix. La confrérie Gülen a vu l'Union européenne comme un antidote à l'oppression laïque et kémaliste. La Turquie d'Erdogan est attirée par l'Europe, mais une partie d'elle-même résiste. Depuis sa création en 1923, la République turque est un État autoritaire et laïque, où l'armée occupe une place centrale. Les Turcs vouent un culte enfiévré au père fondateur du kémalisme, Mustafa Kemal, un ancien officier dont le mausolée à Ankara est visité chaque année par plusieurs millions de personnes. Les fondateurs de la République turque n'étaient pas issus du peuple. C'était un État imposé par une élite formée par les militaires. Cette élite n'aime pas trop les islamistes et les conservateurs. Cela tient à son arrogance et à sa fidélité aux valeurs républicaines et laïques. Entre 2002 et 2007, Erdogan gouvernait un pays où l'armée était encore une institution très puissante. Son mariage avec l'Union européenne et avec la démocratie étaient des sujets auxquels l'armée ne pouvait pas vraiment s'opposer. L'armée ne pouvait critiquer ce processus. Et de façon très intelligente, Erdogan s'est allié avec l'Occident pour faire barrage à l'armée.
La Turquie avait déjà connu des coups d'État. Les militaires pouvaient empêcher l'émergence d'une nouvelle force politique. Je lui ai donc conseillé, en toute bonne intention, d'avoir de bonnes relations avec les militaires. Si ce n'est pas le cas, ils ne vous laisseront pas tranquilles. À la fin d'un premier mandat réussi, marqué par les réformes et une croissance économique rapide, Erdogan arrive renforcé aux élections de 2007. Il décide de briguer la présidence de la République. En réaction, l'armée organise des manifestations monstres pour la laïcité. Erdogan recule, mais il impose son fidèle second, Abdullah Gül. 3 jours après l'annonce de la candidature de Gül, le chef d'état-major, Yaşar Büyükanıt, publie un communiqué en forme de coup de semonce. Les militaires menacent ouvertement le gouvernement d'Erdogan d'un coup d'État. Qu'ont fait Erdogan et Gül? Ils ont refusé de se laisser intimider et ils ont gagné les élections avec une très large majorité. Cette victoire a définitivement sonné le glas de la tutelle de l'armée sur le système politique turc. Réélu triomphalement pour un deuxième mandat comme Premier ministre, Erdogan va maintenant pousser son avantage. Il veut se débarrasser de l'emprise des militaires kémalistes les plus radicaux, qui constituent une épée de Damoclès au-dessus de son pouvoir. Pour cela, il va les faire accuser de complot contre l'État. C'est le début de l'affaire du réseau secret appelé Ergenekon. Une affaire Ergenekon qui va permettre à Erdogan de lancer sa première purge. En s'appuyant sur les magistrats proches de la confrérie Gülen, il fait inculper des centaines d'officiers. L'ultimatum de l'armée qui menaçait le processus démocratique d'un coup d'État a effrayé la confrérie Gülen. Les membres de la confrérie ont pensé qu'en cas de nouveau coup d'État, les militaires les écraseraient. Au bout de 5 ans de procès à huis clos, la plupart des accusés sont condamnés à des peines à perpétuité devant leurs familles révoltées. Près de 400 officiers sont jetés en prison, l'état-major est décimé. Pour Erdogan et pour la confrérie Gülen, la victoire est totale. On a fini par comprendre que la justice ne menait pas un procès équitable. Des enquêtes journalistiques nous ont appris que de fausses preuves avaient été fabriquées, que certains militaires avaient été détenus préventivement de manière abusive, et que certaines condamnations à 20 ou 30 ans de prison étaient injustes.